Eh bien, il est midi 5. Bonjour tout le monde, il est temps de démarrer. Donc, je nous présente. Alors, moi, je suis Guillaume Mathieu, directeur technique de Net6, et je vais animer aujourd'hui avec Mathieu Roard de chez Alcide, qui travaille en tant qu'ingénieur avant-vente. Ce Bonjour à web- tous. Voilà, merci Mathieu. Bonjour à tous. Donc, ce webinaire, il a pour but de vous présenter une solution qui s'appelle Alcide for AD. Donc, c'est une solution qui va vous permettre de renforcer le niveau de sécurité des annuaires Active Directory. Donc, c'est très d'actualité aujourd'hui. On va voir pourquoi, dans le cadre de la session, souvent l'annuaire AD est ciblé par les attaquants. Très facilement, on peut rappeler que tout utilisateur et surtout toute machine membre du domaine, eh ben, un compte à fort privilège type domaine admin en est l'administrateur. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, l'Active Directory et son niveau de sécurisation, c'est un sujet extrêmement important. Mathieu, Exactement. je te Alors, laisse passer les slides. je vais reprendre la main. Donc, c'est un sujet important et finalement, Alcide a été créé pour ça. Nos fondateurs, Emmanuel Gras et Luc Delsal, sont des anciens de l'APSI. Et ils avaient différentes missions, hein. C'était aussi bien je reviens sur la slide, c'était aussi bien des pen testers que des auditeurs d'OIV. Et ils avaient aussi des missions de remédiation suite à des incidents. Et ils ont fait finalement trois constats principaux. Déjà, l'Active Directory, c'est un dénominateur commun à toutes les grandes attaques. Quand on parle de Saint-Gobain, d'Altran, des ransomware comme LockerGoga plus en Europe, des ransomware comme Robinhood aux États-Unis, l'Active Directory a toujours son rôle à jouer là-dedans. Alors, ce n'est pas forcément le point d'entrée, hein. L'Active Directory, hein, c'est souvent par mail ou directement un poste de travail qui est infecté. Mais le dénominateur commun, ça va être vraiment pour s'étendre. Quand on parle de Saint-Gobain, finalement, c'est des relations d'approbation qui ont fait que c'est extrêmement facile de partir de l'Ukraine pour attaquer le reste du groupe. Quand on parle de LockerGoga, beaucoup plus récemment, donc le ransomware en lui-même va crypter vos postes de travail, va crypter tous vos serveurs, va même crypter vos contrôleurs de domaine. Mais ce n'est pas le ransomware lui-même qui se propage. C'est le fait que cette attaque est extrêmement ciblée et que le pirate a déjà pris en amont le contrôle de la société. Il est déjà passé domaine admin. Et ensuite, il va infecter ses postes de travail. D'ailleurs, la particularité de ces ransomware, c'est de finalement désactiver tout de suite le réseau et de ne pas s'étendre de lui-même, hein. Donc vraiment, l'Active Directory, dénominateur commun. Ensuite, le deuxième constat, c'est que c'est un sujet très complexe. Moi, lors d'époque, chez des clients, je vois vraiment beaucoup d'admins qui sont très, très doués en Active Directory pour tout ce qui est résilience. Donc l'Active Directory, il tient, il n'y a aucun problème. On peut avoir la moitié des contrôleurs de domaine qui sont down, ça ne va absolument pas se voir au niveau des utilisateurs, on pourra toujours s'authentifier. Par contre, au niveau de la sécurité, là, c'est vraiment un sujet beaucoup plus complexe. La sécurité, c'est pas juste des patchs Windows, hein, quand je parle de sécurité Active Directory. C'est vraiment des méthodes qui permettent de corrompre certains attributs de l'Active Directory ou de les modifier, récupérer un droit particulier pour, au final, faire de l'élévation de privilèges et devenir le Saint Graal domaine admin. Et ça, Exactement. voilà. Alors justement, un point important à compléter aussi par rapport au type de personnes qui aujourd'hui administrent un annuaire Active Directory. Ce sont souvent en fait des ingénieurs système qui viennent pas forcément du monde de la sécurité. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui Microsoft a émis tout un tas de bonnes pratiques pour durcir un annuaire Active Directory, mais ces bonnes pratiques ne sont pas ou peu appliquées. Par exemple, très peu de personnes connaissent l'existence du modèle de délégation d'administration tier 0, tier 1, tier 2, dont on évoquera plusieurs fois l'existence justement dans le cadre de la présentation, ou ne savent pas comment fonctionne par exemple le protocole Kerberos ou le protocole NTLM, et donc ne peuvent pas déduire comment un attaquant pourrait, au travers de leur manière de travailler, euh, corrompre l'annuaire Active Directory et donc cibler toutes les machines de l'entreprise. Un exemple très bête, c'est aujourd'hui se loguer avec un compte domaine admin sur un poste de travail non sécurisé, ben c'est un crime. C'est un crime en termes de sécurité. Parce que potentiellement, un attaquant va pouvoir réussir à récupérer votre accès domaine admin et donc attaquer l'ensemble de l'entreprise et corrompre potentiellement toutes les machines. Bon, je pense à des serveurs, postes de travail, membres du domaine.
exactement ça. Et j'ai un autre exemple aussi que je retrouve très régulièrement, c'est quand justement on teste une application et j'ai envie de dire par fainéantise, au lieu de mettre uniquement les bons droits pour cette application, on va mettre des droits bien supérieurs, euh, peut-être même carrément domaine admin, juste pour pas avoir ce problème de droit dans l'application qu'on va tester juste pendant un mois. Sauf que ça, le pirate, il va tout de suite le voir. Il va voir qu'il y a un compte de service particulier avec l'ensemble de ses droits. Donc, sujet complexe. Le dernier constat, c'est les méthodes actuelles d'évaluation. Donc, c'est-à-dire les audits one-shot, c'est très très bien, faut les faire régulièrement. Mais par contre, ça ne va pas permettre d'avoir un incident de sécurité qui va remonter. On va juste savoir que au niveau de l'Active Directory, actuellement, j'ai des failles, il faut les remédier, mais c'est pas un audit one-shot qui va alerter en temps réel si j'ai un incident. D'ailleurs, très souvent, le métier des fondateurs, Luc Delsal et Emmanuel Gras, était de faire des pen tests dans différents OIV. Et régulièrement, enfin chaque année, à chaque fois qu'ils y retournaient, ils arrivaient à nouveau à pirater l'Active Directory. Alors, pas parce que les conseils de l'année précédente n'avaient pas été suivis, mais parce que déjà la sécurité de l'Active Directory évolue. Il y a des nouvelles failles qui sont découvertes par certains chercheurs. Et le deuxième point, c'est que l'Active Directory en lui-même du client évolue. On va justement ajouter des applications qui peuvent avoir beaucoup trop de droits. On peut déployer des agents sur des contrôleurs de domaine et finalement après corrompre ces agents. On peut faire des rachats de sociétés et ajouter des domaines qui sont moins sécurisés. Bref, il y a tout l'Active Directory vit. Donc, un audit one-shot, c'est très bien pour avoir une vision à un moment donné. Et on verra que justement, ça, le temps réel, c'est la force de l'outil. Exactement. Donc, les attaques ciblant l'Active Directory sont très coûteuses. Ah oui, forcément. Donc, c'est pas uniquement le côté ransomware qui est coûteux, c'est vraiment le fait que l'entreprise, si on déploie un ransomware sur l'ensemble des postes de travail, des serveurs, des contrôleurs de domaine, et que pendant 2 semaines, la société est coupée, ça va coûter un petit peu d'argent. TV5 Monde, 18 millions d'euros, sachant qu'ils font 40 millions de chiffre d'affaires par an, ça commence à être pas mal. Saint-Gobain, exactement pareil, sachant que pour résoudre un problème de corruption Active Directory. Souvent, voilà. malheureusement, la bonne pratique, ça va être de faire ce qu'on appelle un forest recovery. Et dans le cadre d'un forest recovery, la procédure officielle Microsoft va demander l'extinction de tous les contrôleurs de domaine. Donc, souvent, les entreprises, malheureusement, n'ont pas testé ce scénario où ils vont couper tous les contrôleurs de domaine et à partir de là, restaurer une version antérieure saine de leur annuaire qui date d'avant l'attaque, généralement. Et ça, c'est rien que cette étape-là peut prendre chez des clients plusieurs jours. Et après, il faut quand même reconstruire un annuaire Active Directory. Donc, tout ça, si ça n'a pas été anticipé, peut prendre énormément de temps. Alors, il y a d'autres scénarios aussi qui peuvent expliquer le délai avant remise en état. C'est qu'il y a certaines sociétés, comme elles ne savent pas quand elles ont été attaquées, parce que souvent les attaquants sont là depuis plusieurs mois, et ben elles sont carrément obligées de repartir sur un nouvel annuaire. Et alors là, on reconstruit quelque chose de zéro, beaucoup, beaucoup plus coûteux. Donc, il y a eu certaines entreprises qui ont fait ce choix. C'est-à-dire, on avait eu un témoignage assez intéressant aux assises de la sécurité sur le choix restaurer contre repartir de zéro. Exactement ça. Puis là, je commence à voir des news aux États-Unis. Il y a 2 villes de Floride qui payent maintenant les ransomware, donc aux alentours de 500 000 $. Hein. C'est plus des rançons à 1 000 € comme il y a 2 ou 3 ans. C'est 500 000 $, tellement c'est compliqué de tout restaurer. Vaut mieux payer que essayer de tout restaurer. Alors justement, par rapport à Med6, quelle est l'approche que l'on a? Alors comme on l'a dit, Microsoft aujourd'hui fournit de très nombreux outils de sécurité et de très nombreux guides de bonnes pratiques. Donc on n'a pas forcément une problématique en soi de sécurité si tout est implémenté. Le problème, c'est encore une fois le niveau de connaissance des personnes. Encore une fois, on pourrait faire un petit sondage sur le forum, mais qui connaît le modèle Tier 0, Tier 1, Tier 2, qui aujourd'hui, le modèle poussé par Microsoft est un excellent modèle pour tout ce qui est délégation d'administration. Qui a chiffré tous ces postes de travail et peut le garantir à 100%? Et ce sont des points fondamentaux qui sont souvent oubliés.
Alors, si on regarde cette pyramide, comment elle a été construite? En fait, c'est suite à plusieurs études, on s'est rendu compte chez Medsys que parfois, les clients, à force de choix d'architecture, eh ben, ils ne savaient plus trop où ils allaient. Des fois, il y avait un client qui avait 100 forêts et il voulait encore en rajouter de nouvelles. Et ils ne savaient même plus la cible qu'ils avaient. Donc, pour nous, l'élément fondamental pour durcir un annuaire Active Directory, c'est déjà d'avoir une architecture cible bien définie, de savoir vers où on va et dans une certaine mesure de limiter les changements de type migration inter-domaine, intra-domaine, parce que c'est très coûteux en temps et tout le temps qu'on passe à faire des migrations de type ADMT, je déplace l'objet de domaine à domaine, et ben c'est du temps qu'on ne passe pas à sécuriser l'annuaire Active Directory. Un autre point qu'on a constaté qui est très important aussi, c'est la partie gouvernance. Souvent, on a des équipes qui gèrent l'annuaire Active Directory qui sont des équipes décentralisées. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas une séparation claire, administration du service, donc je fais les DC promos, je mets à jour le schéma, je renforce la sécurité de mon annuaire AD, donc ça c'est du service, de la partie gestion de contenu. Et pire que tout, les équipes qui gèrent le service, ben, elles sont dispatchées. Parce que justement, Active Directory a cette souplesse de permettre de déléguer une grande partie de l'administration avec un modèle, une forêt avec plusieurs domaines qui permettait de dire, bon, ben, toi, tu gères ton domaine, toi, tu gères ton domaine. Ben, ça, c'est pas du tout facile et compatible avec un bon niveau de sécurité. Dans l'idéal, il faut des architectures AD avec une équipe centralisée. Et donc, ça, c'est le socle de base de la pyramide de la sécurité. Après, on arrive évidemment avec tout ce qui est délégation d'administration. On a quelques vidéos de démonstration qui vous montreront pourquoi c'est fondamental de sécuriser. Et l'idée, elle est que vous pouvez investir dans des outils extrêmement performants, donc Alcide4D ou d'autres, que par exemple fournissent Microsoft, qui sont extrêmement intéressants. Mais si vous n'avez pas mis en place le socle de base qui est indiqué dans cette pyramide, eh ben, votre outil va travailler à 10% et il ne vous empêchera pas de vous faire attaquer. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors oui, c'est la présentation de Medsys. Alors j'essaie d'être bref puisque nous sommes un petit peu en retard. L'idée, c'est que Medsys aujourd'hui, c'est une société donc, qui existe depuis 2014, même avant, excusez-moi, avec un CA qui est en forte augmentation. Et surtout, on s'est ouvert au national avec maintenant 7 agences. Donc la dernière agence en date, c'est Tours. Tours, on va avoir un SOC, justement. On arrive bientôt à 300 collaborateurs. Et peut-être pour bien comprendre l'esprit Medsys, j'ai envie de dire, il faut savoir que nos deux créateurs, donc Laurent Kayat et Yannick Varlou, sont d'anciens consultants. Alors, qui étaient pour Laurent Kayat plutôt en expertise sur Active Directory et Yannick Varlou plutôt sur la partie Skype for Business. Donc voilà, on a un ADN très technique dans cette société et très clairement, l'AD, c'est notre cœur de métier. Je peux passer slide suivante. On est organisé aujourd'hui en 4 grandes practices. Donc, une infrastructure services où on va retrouver toute la partie Windows Server, Azure, Modern Workplace, tout ce qui est Windows 10 et les produits qui vont permettre de gérer le poste de travail et les terminaux mobiles. Digital Intelligence and Data, on fait aussi des choses assez sympathiques avec justement des produits Microsoft Azure. On fait par exemple, on a aidé certains clients à faire de la réalité augmentée pour améliorer la cadence d'assemblage de certains avions ou d'équipements. Tout simplement, en fait, ça met un point lumineux via un casque de réalité virtuelle sur l'emplacement que la personne doit percer ou souder. Donc, ça fait un gain de temps et de productivité, ça évite les erreurs. Et enfin, c'est surtout cette pratique qu'on va mettre à l'honneur aujourd'hui, la partie cybersécurité, donc qui se développe parce qu'il y a un contexte cyber très important où on va faire tout ce qui est durcissement de la sécurité des SI et donc durcissement de la sécurité Active Directory. Parfait, merci. Donc, une petite présentation d'Alcide, créée en 2016. Donc, on a 3 ans, on vient de fêter nos 3 ans. Nos fondateurs, Luc Delsal et Emmanuel Gras, sont des anciens de l'ANSSI. Maintenant, il faudrait que je mette à jour cette slide. On est 35 employés. Ça arrive, on recrute énormément, à peu près une personne par semaine en ce moment. Pourquoi? Parce qu'en avril, on a levé 13 millions d'euros pour la série A, des startups. Donc, on développe le côté commercial maintenant. On a 4 employés côté APJ, donc ça représente aussi bien Hong Kong, Singapour, Malaisie, et on met l'Australie dedans. Voilà, forcément, comme on est une startup, on a commencé par des grands comptes. On monitore du Orange, du Saint-Gobain, du Sanofi. Donc, c'est pas des filiales qu'on monitore, c'est vraiment tout Orange, tout Saint-Gobain, tout Sanofi, Thales, etc.
On a des petits clients hein, aussi, on ne fait pas que du 200 ou 300 000 utilisateurs, on a des clients aux alentours de 1000 utilisateurs aussi, c'est très demandé sur ce secteur-là. Pour la petite info, c'est Sanofi qui doit être notre plus gros client avec 400 000 comptes actifs monitorés. Vous nous avez peut-être déjà croisé sur des salons, que ce soit au FIC, où on avait gagné le prix de l'innovation, aux assises aussi. On est forcément présent au STIC et au Black Hat, où on fait plus des conférences. Je vais parler d'Alcy. Alors, où est-ce qu'on se positionne sur les... Donc ça, c'est une représentation de la kill chain hein, de Lockheed Martin, un peu retravaillée. Donc, on n'est pas du tout sur la compromission d'un poste de travail, nous. Donc, la partie 2, 3, 4, 5, ça, on va le laisser à vos EDR. Nous, c'est vraiment, on est une société, un éditeur de logiciels basé sur l'Active Directory. On ne va faire que de l'Active Directory, monitorer l'Active Directory. Par contre, si un poste de travail se fait compromettre et qui commence à essayer de faire de la reconnaissance avec des techniques comme Password Spring, Brute Force, même on ne sait jamais, et qui va du coup commencer à attaquer l'Active Directory ou faire du moins des interrogations de l'Active Directory, là, on va être forcément en mesure de le voir. Si carrément le pirate a réussi à devenir domain admin depuis le headpoint, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est de se mettre des backdoors dans l'Active Directory. Là, on est complètement dans notre produit. Donc vraiment, on est sur le côté proactif, c'est-à-dire dès qu'on va brancher l'outil, on va avoir une vision comme un audit one-shot de votre Active Directory. Et ensuite, le principe de l'outil, c'est d'être toujours à jour en temps réel. Dès qu'il y a une moindre modif dans l'Active Directory, on va être au courant et on va pouvoir vous prévenir qu'il y a une régression en termes de sécurité ou alors l'étape suivante, que vous êtes en train d'être attaqué avec du brute force, du password spring ou des attaques un peu plus poussées, des DC shadow, des choses comme ça. Alors, notre travail, finalement, c'est de créer ce qu'on va appeler des indicateurs d'exposition. Donc, j'y reviendrai après sur ma démo. Hein, je vais vous montrer le produit dans un lab. Mais en quelques mots, notre travail, c'est de faire en sorte de vous montrer toutes les potentielles failles qu'il peut avoir. Ce n'est pas des failles de l'Active Directory en lui-même. Hein, c'est vraiment des mauvaises pratiques. Des mauvaises pratiques, exactement. C'est ça. Vous montrez tout de suite si, par exemple, j'ai un compte de service qui est domaine admin. Bon, ça va clignoter rouge un petit peu partout. Si j'ai des comptes de service avec des mots de passe qui expirent jamais, si j'ai des relations d'approbation à droite à gauche. Ça, c'est extrêmement important. Il y a encore 2 semaines, j'ai fait un post. On a pu montrer qu'il y avait des relations d'approbation avec différentes sociétés. Et l'admin me dit, bah, tiens, c'est bizarre parce que là, je vois une société qu'on a vendue il y a 6 mois. Et il y a encore une relation d'approbation vers ce domaine. Donc voilà, montrer tout ça à travers un dashboard qui est clairement compréhensible. En rouge, c'est critique, orange aussi, jaune, ça l'est un petit peu moins, et bleu, ça l'est beaucoup moins, mais il faut quand même surveiller. Avec des indicateurs sur le niveau de complexité pour résoudre le problème. Voilà. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir ces indicateurs, c'est que vous vous disiez, en fait, j'ai installé Alcide, j'ai connecté mon produit, l'ensemble des mauvaises pratiques connues aujourd'hui sont monitorées par le produit. En fait, le but, c'est pas de vous laisser créer vous-même des indicateurs et puis de vous débrouiller et de regarder sur Google tout ce qui existe. C'est vraiment notre travail de faire tout ça. On a une veille, on a des relations bah, du coup avec des partenaires comme Med6, on a des relations avec des sociétés de threat intelligence comme CrowdStrike par exemple. Et finalement, notre meilleure relation, c'est nos connaissances avec les différents chercheurs, que ce soit à l'ANSSI ou ailleurs. Hein. En janvier encore, on était dans la boucle d'une nouvelle méthode de compromission d'un objet Active Directory. C'est un chercheur australien qui l'a découverte. Forcément, il a prévenu Microsoft, il a prévenu FireEye, et on était très contents parce qu'on était aussi prévenus. Il y avait ces trois éditeurs qui étaient dans la boucle, et on a pu mettre à jour notre indicateur d'exposition, faire un long papier sur notre blog sur la compromission de cet attribut, et du coup prévenir tous nos clients le jour où le chercheur a publié son article, pour lui dire, bah, avec Alcide, vous êtes protégé sur cette nouvelle compromission d'attributs.
Donc, c'est notre travail de faire cette veille. Cette veille, on ne l'a pas forcément en regardant Internet, hein. C'est vraiment des contacts. Il faut aller à des conventions, il faut connaître les bonnes personnes, il faut analyser en fait ce qui se passe. C'est bien beau de savoir qu'une société a été piratée, que le pirate est passé par l'Active Directory, mais il faut savoir comment ce pirate a fait pour compromettre un objet. Est-ce que c'est une nouvelle méthode de compromission d'objets, et dans ce cas, il faut prévenir tout le monde, ou finalement, c'était une méthode qui est déjà connue et déjà couverte. Donc, on est connecté en temps réel à l'Active Directory. Je vais revenir ensuite sur le comment on fait. Et évidemment, dès qu'on a une régression en termes de sécurité sur un indicateur, on vous envoie une alerte, donc soit par email, soit dans notre console, soit forcément vers un SIEM. Et vous êtes au courant en temps réel qu'il y a une régression sur votre Active Directory. Alors, comment on se connecte? C'est une méthode un petit peu particulière. On va utiliser le flux de réplication des contrôleurs de domaine, enfin du PDCE finalement, pour récupérer l'ensemble des informations. Ça a beaucoup d'avantages, cette technique. Le premier, c'est finalement de nécessiter d'absolument aucun droit pour avoir toutes ces informations. Donc, le flux de réplication est fourni par les contrôleurs de domaine. Nous, on se connecte à une API qui est accessible à n'importe quel utilisateur du domaine. On s'y connecte dès qu'il y a la moindre modification dans l'Active Directory, c'est-à-dire je crée un utilisateur, je le modifie, je modifie une GPO, je modifie une OU, je crée une nouvelle GPO avec des paramètres à l'intérieur particuliers. Nous, on est au courant en temps réel de cette modification et avec notre compte simple utilisateur du domaine, je peux voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été modifié. J'ai pas besoin forcément d'installer d'agents, hein. J'ai aucun agent sur les contrôleurs de domaine, vraiment juste un compte domain user. Même au niveau des flux réseau, c'est les flux de base qui sont ouverts pour n'importe quel poste de travail ou serveur. Pas un flux particulier à ouvrir. Alors on verra que ça, c'est un choix d'architecture extrêmement structurant. Donc c'est le protocole MSDR-SR en fait, c'est celui qui permet donc de gérer la réplication. C'est à ça en fait qu'on s'abonne et à cette API. Par contre, ça veut dire qu'on ne dispose pas d'agents. Et il y a donc certaines choses qu'on ne pourra pas détecter au travers du produit. Toute attaque ou élévation de privilège qui ne travaillerait pas au niveau d'Active Directory, donc qui ne se verrait pas au niveau du flux de réplication ou au niveau, par exemple, des partages type sysvol, on ne pourra pas la détecter. Donc, c'est vraiment un outil complémentaire à d'autres outils, type les antivirus avec détection comportementale. Je pense par exemple à Windows Defender for Advanced Threat Protection. C'est vraiment complémentaire, mais c'est extrêmement efficace et surtout, on n'ajoute pas un risque de sécurité supplémentaire. Parce que souvent, les solutions de sécurité Active Directory, elles vont nécessiter des comptes à très fort privilège. Et si elles-mêmes, elles sont corrompues, eh ben, l'attaquant va justement passer par cet outil-là pour attaquer. Moi, je me rappellerai toujours dans ma vie, j'étais chez un client très grand compte. On a eu un pentester, il est venu et il est passé par une solution de sécurité que moi-même je gérais et qui effectivement avait un compte de service qui tournait avec de très forts privilèges. Alors, il n'était pas domaine admin, mais il a réussi quand même à utiliser mon compte de service pour escalader. Donc là, au moins, ce qui est bien, c'est que même si ce choix nous bride sur certaines features, il nous permet de ne pas amener un risque de sécurité via l'installation de l'outil. Exactement. Puis déploiement extrêmement simple. J'ai beaucoup de cas d'usage en fait où les admins les déploient sur des domaines qui veulent le rajouter suite à un rachat de société par exemple. Il y a juste des flux réseau à ouvrir. Je me crée un compte de service dans le domaine en question et ça s'arrête là. Et je vois tout de suite l'état du domaine avant de créer des relations d'approbation et de corrompre finalement le niveau de sécurité de mon domaine principal. Ça me permet d'avoir une vue en temps réel sur ce domaine-là. Ah. Donc voilà, ça c'est Oui. Petit rappel, un utilisateur qui est logué, un utilisateur standard, il est membre du groupe Authenticated User. Et ce groupe-là, déjà, dispose de très nombreux accès. Donc, disposer d'un compte Authenticated User, ça permet de browser quasiment toute l'annuaire. S'il n'y a que certaines parties de la partition de configuration qui vont être bridées. Et en plus, s'abonner à l'application, au flux de réplication via l'API MSDR-SR, et ben ça nous permet effectivement d'avoir un nombre d'informations extrêmement intéressant. Et en se connectant maintenant au partage sysvol, ben on peut recouper et détecter tout un tas d'attaques. Voilà. C'est ça. Donc, première étape, on se connecte. Deuxième, c'est nos indicateurs d'exposition qui analysent l'Active Directory. Alors, pour donner un ordre d'idée sur un domaine avec 10 000 utilisateurs, le premier scan, c'est aux alentours d'une demi-heure, hein, le scan complet de tout le domaine. Hein.
Et après, c'est vraiment du temps réel. Dès qu'il y a la moindre modif, c'est du temps réel à la seconde. Hein. Dans les 4-5 secondes, je suis alerté de cette modification. Ensuite, étape 3, forcément, soit ça augmente, soit ça réduit notre surface d'attaque. Donc, vous allez avoir des dashboards qui vont vous montrer ça. Et l'étape 4, c'est forcément s'il y a la moindre régression de sécurité, on vous alerte en temps réel. Ouais. Guillaume, tu veux commenter? Oui, tout à fait. Alors, comme l'expliquait mon collègue, en fait, l'idée, c'est que dans le produit Acid, on a en fait des checkers. Et ces checkers vont permettre de détecter certaines méthodologies d'attaque ou certaines déviations possibles qui pourraient amener à une attaque au niveau de l'annuaire Active Directory. Alors, un exemple très simple que j'aime beaucoup, moi, c'est la partie admin SD holder. Alors, une technique très connue d'un attaquant pour justement se cacher, ça va être par exemple de positionner sur admin SD holder des permissions. Il faut savoir que toutes les heures, il y a une tâche qui s'appelle SDProp qui va recopier les droits de cet objet qui s'appelle donc admin SD holder sur tous les objets dits à fort privilège. Donc, par exemple, si vous rajoutez membre d'un groupe type Enterprise Admin, opérateur de compte, domaine admin, automatiquement, ce qui va se passer, c'est que les permissions vont être recopiées depuis l'objet admin SD holder et l'héritage va être coupé. Donc ça, c'est souvent, on le voit souvent quand on a des outils, souvent qui font la DEC d'admin, on n'arrive pas à gérer certains comptes, et bien ce sont des comptes à fort privilège. Donc voilà une technique qui va être détectée par l'outil. Donc dès que quelqu'un modifiera les droits d'admin SD holder, ça émettra, ça dira qu'il y a une déviation possible et qu'il y a un risque de sécurité. Donc, ce sont toutes ces techniques-là qui sont vues. Mettre un SPN sur un compte de service à fort privilège, ça va être une attaque potentielle de type Kerberos OS, et ça va être détecté. Voilà, ou un mot de passe qui n'expire jamais sur un compte à fort privilège, par exemple. Voilà, dès qu'on va recevoir la moindre modif au niveau de l'Active Directory, finalement, le log, on peut imaginer qu'il passe dans l'ensemble de ces checkers pour vérifier si ça ne modifie pas un de ces paramètres-là. Et donc, c'est notre travail là, sur la détection de nouvelles attaques. Exactement. Donc voilà, là je rappelle une solution sans privilège. J'ai pas besoin de droits particuliers, j'ai pas besoin d'agent, j'ai pas besoin de modifier une GPO, j'ai pas besoin d'avoir des droits sur les logs. On se base pas du tout sur l'event viewer des contrôleurs de domaine. On se base uniquement sur ce flux de réplication et sur les droits que peut avoir un compte domain user pour analyser l'Active Directory. Les flux réseau, c'est les flux standards pour se connecter au contrôleur de domaine. On a besoin de se connecter juste à un seul contrôleur de domaine par domaine qu'on monitore. Et on a besoin que d'un compte de service par forêt qu'on monitore. Donc, si votre forêt comprend 40 domaines, on n'aura besoin que d'un seul compte utilisateur pour monitorer ces 40 domaines. Voilà. Juste peut-être pour resituer le MS-DRSR, c'est le protocole qui est utilisé dans toutes les attaques connues type DCSync, DC Shadow, pour information. Exactement. Alors, on a deux modèles de déploiement, j'ai envie de dire même trois. On a la version pure SaaS. Donc, tout notre outil est déployé sur du Azure, par exemple. Je dis Azure, mais si demain vous souhaitez le déployer sur du Amazon Web Service ou du Google, on va pouvoir savoir faire ça, même si pour l'instant on n'a aucun client qui nous l'a demandé. Derrière la techno, c'est Kubernetes, donc il n'y a aucun problème. Même les data centers Microsoft France s'y sont mis depuis janvier 2019. Donc aucun souci pour se déployer sur Azure. La seule configuration à faire, finalement, ça sera sur le côté VPN du client. Donc, on crée un tunnel IPsec entre le client et puis notre tenante Azure. Évidemment, c'est une infrastructure qui est dédiée pour chaque client. On n'a rien de mutualisé de notre côté. Et on sait tout à fait aussi se déployer sur le tenant du client. Et on a une version hybride de ce déploiement. C'est lorsque vous n'avez pas la main finalement sur votre VPN. Donc ce qu'on va faire, on va déployer un serveur sonde directement sur votre réseau. Ça sera un petit serveur, Windows 2016 avec 8 Go de RAM, ça suffit largement. Et on va créer un tunnel TLS depuis ce serveur vers Azure. Donc on va passer par Internet comme ça. Mais on n'aura pas besoin de modifier la partie VPN. Donc depuis votre concentrateur VPN, finalement, il faudra après ouvrir des flux vers
le contrôleur de domaine que vous souhaitez monitorer. On a aussi une infrastructure complètement on-premise. Donc là, aujourd'hui, on demande 3 serveurs. Un serveur qui aura le rôle de base de données, donc c'est un SQL. On aura le serveur maître avec l'ensemble de ce qu'on appelle notre checker qui vérifie tous les logs qu'on reçoit, et la sonde. Donc c'est 3 serveurs Windows 2016 minimum. Et puis ça fonctionne. Alors, on va passer au concret. Alors, quelques petites démos qui sont plus des rappels. Alors ça, c'est la vidéo classique. Pour bien comprendre les problématiques de sécurité Active Directory, il faut bien comprendre comment un attaquant potentiellement ferait pour vous compromettre. Alors là, par exemple, comment il ferait pour devenir admin local? Alors là, typiquement, on est sur un profil d'une personne qui a réussi à voler un PC. Donc, il sort, il sait que cette personne-là, c'est un admin à fort privilège, donc ce PC l'intéresse tout particulièrement. Il sait aussi que les PC ne sont pas chiffrés dans cette entreprise, ce qui est une très mauvaise pratique. Donc là, il y a la solution BitLocker de Microsoft qui répond parfaitement aux besoins. Et donc, l'idée, c'est qu'il va démarrer en console de récupération. Il va juste renommer un exécutable qui s'appelle setTHE.exe. Il va le mettre en setTHE.exe.hold. Et puis, il va faire la même chose après, c'est qu'il va prendre un cmd.exe et il va le mettre, il va le copier en tant que setTHE.exe. Et à ce moment-là, quand le système va redémarrer, parce qu'il va faire redémarrer la machine, il suffira d'appuyer 5 fois sur la touche Shift pour faire démarrer un invite de commande. Et comme ça sera au niveau de l'ouverture de session, tout s'exécutera en système. Vous voyez, là, je fais la commande de renommage. Ça ne va pas tarder, on va bientôt faire la commande de copie. Et donc, au reboot, vous verrez, je ferai 5 fois Shift. Et en fait, au niveau de la mire d'ouverture de session, tout s'exécute en système. Donc, il suffit de faire donc, les 5 fois Shift pour lancer le setTHE.exe, pour l'appeler. Et on obtient l'invite de commande système. Alors, il y a d'autres techniques avec d'autres exécutables. On pourrait se poser la question pourquoi Microsoft n'a pas corrigé ça. Ce n'est pas la problématique. La problématique, c'est pourquoi votre PC n'est pas chiffré. Encore une fois, il faut respecter la bonne pratique. Considérez qu'une fois que le PC, quel que soit son OS, est dans mes mains, ce n'est plus votre machine. Voilà. Donc, la bonne pratique, c'est de sécuriser le disque dur en le chiffrant avec la techno que vous souhaitez. BitLocker, très probablement, il y a d'autres technos aussi qui font ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet aussi de vous expliquer que système, en fait, c'est le super compte admin d'une machine Windows. C'est pas administrateur, contrairement à ce qu'on pense, c'est système. Et vous voyez, là, je viens de faire les 5 fois Shift, j'ai l'invite de commande qui se lance. Et là, en plus, c'est encore pire, j'ai carrément volé un contrôleur domaine. Là, je fais un dsa.msc. Et donc, système sur un contrôleur domaine, c'est un super compte Enterprise Admin. Parce qu'en fait, je vais pouvoir réinitialiser un mot de passe. D'ailleurs, je vais réinitialiser de mémoire le mot de passe par défaut. Alors là, on voit que c'est une capture avec du Windows 2012 R2. Ça marche aussi en 2016. Je n'arrive plus à le faire fonctionner en 2019. Donc, je pense que même Microsoft, même si votre machine n'est pas chiffrée, ils doivent protéger cet exécutable-là et tous ceux qui pourraient potentiellement s'exécuter en système. Donc voilà. Là, c'est vrai que l'idée, c'est assez terrible. Je viens de me récupérer les accès, donc dans ce cas-là, Enterprise Admin en volant un contrôleur de domaine. Mais sur un poste lambda, là, j'aurais récupéré un accès administrateur local. Donc, ça va me permettre de très bien introduire la deuxième vidéo. Si tu peux passer dessus, s'il te plaît, Mathieu. Oui. La deuxième vidéo, c'est celle qui… Alors, encore un coup de next pour voilà que ça passe. La deuxième vidéo, en fait, elle explique comment quelqu'un qui est devenu admin local va élever les privilèges sur la machine. Donc, encore une fois, là, ce n'est pas le système qui est en cause, c'est le non-respect des bonnes pratiques. Dans l'exemple qu'on va voir, il y a un utilisateur, enfin un administrateur, qui a configuré des comptes de service à trop fort privilège. Mais juste avant de revenir sur ce cas d'usage précis, comprenons quelque chose. Le compte administrateur local n'est pas le compte qui dispose du plus de privilèges sur une machine. C'est le compte système. Donc, vous voyez là, je viens de lancer l'éditeur de base de registre et on se rend compte qu'administrator n'a pas tous les accès au niveau de l'OS. En fait, le compte qui a vraiment tous les accès, je le répète, c'est le compte système. Et il existe un outil très simple qui s'appelle psexec. Et donc, on va faire une commande qui s'appelle psexec-i-s cmd. Et ainsi de suite. Là, je vais pouvoir lancer un cmd en système. Et donc, si je relance derrière l'éditeur de base de registre, c'est ce que je vais faire dans la vidéo dans quelques instants, et bien cette fois-ci, je vais accéder à tout l'ensemble de la base de registre de Windows. Et regardez, la partie HKLocal Machine SAM, là où est stockée la base SAM, est maintenant accessible. C'est comme ça que les outils font pour initialiser les mots de passe de la base SAM locale. Mais partie beaucoup plus intéressante, on va aller fouiller HKLocal Machine Security. Et là, on va voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle les policies.
et un autre dossier qui s'appelle secret. Et ben, c'est ici que sont stockés les mots de passe des comptes de service. Donc, l'idée, c'est que s'il y a quelqu'un, par exemple, qui a mis un service d'inventaire sur le poste de travail avec des privilèges admin domaine, bon là, c'est un criminel, mais admettons qu'il ait juste mis admin des postes de travail au lieu de mettre système, et ben là, je vais avoir une technique très facile pour récupérer le mot de passe de ce compte de service. Parce qu'il n'y a pas de magie. Au démarrage, il faut bien que quelque part, ça soit stocké le mot de passe du compte de service. Donc, c'est stocké sur l'ordinateur. Si c'est stocké sur l'ordinateur, je peux y accéder en tant qu'administrateur. Et donc là, on voit, j'ai un compte service VMware qui a été mis sur les VMware Tools. Bon, c'est un exemple un peu rigolo. Et ben là, je vais réussir à récupérer le mot de passe en temps réel. En fait, je vous ai montré dans la base de registre où c'était stocké. Et c'est stocké de manière un petit peu masquée. Mais un petit outil comme Ken qui est gratuit va nous permettre de retrouver le mot de passe. Et donc, c'est le fameux password MS Report. Donc voilà, maintenant que vous avez compris la méthodologie d'un attaquant, devenir admin local, alors on a vu une technique, il y a l'envoi de mail, il y a plein de techniques possibles. Une fois que je suis admin local, je fouille la machine pour vérifier s'il n'y a pas un compte à fort privilège qui s'est connecté. Si par exemple j'obtiens un compte admin de tous les postes de travail, ben, je vais pouvoir fouiller tous les autres postes de travail à la recherche d'un compte à fort privilège qui se serait connecté. Et ça, la seule bonne réponse, c'est le modèle de délégation d'administration tier 0, tier 1, tier 2. Un compte à fort privilège ne doit jamais se connecter sur un annuaire, sur un poste de travail membre du domaine ou sur un serveur membre du domaine. Un compte à fort privilège, il est là pour gérer l'annuaire. Il ne doit se connecter que sur les contrôles de domaine ou sur des stations de travail autorisées. Voilà, je te laisse passer. On va peut-être maintenant un peu plus passer sur les parties démo d'attaque Alcide et surtout démo détection Alcide et comment Alcide peut nous permettre de renforcer la sécurité Active Directory. C'est ça. Alors, je vais juste me reconnecter. Alors, pour être clair, hein, ce qu'on a montré juste un instant, Alcide ne va pas pouvoir vous aider hein, là-dessus. Le but, c'est de vous montrer qu'à partir d'un post compromis, après, c'est là où le pirate va commencer à essayer d'interroger l'Active Directory. Et c'est là qu'Alcide va être très utile. Donc, c'est pour ça qu'on dit bien que c'est complémentaire. Hein. Et on revient à la pyramide de la sécurité Microsoft. Ce n'est pas juste l'outil Alcide qui va vous permettre de durcir la sécurité Active Directory. C'est un ensemble de bonnes pratiques que Microsoft a documentées, qu'il faut appliquer et que malheureusement très peu de personnes ont aujourd'hui appliqué. Exactement. On se concentrait un petit peu avant sur le côté périmètre, en se disant que voilà, l'intérieur est protégé par le périmètre. Maintenant, la bataille s'est un peu déplacée. On est déjà à l'intérieur de la société. Il ne faut pas que le pirate puisse faire tout et n'importe quoi à partir du moment où il a compromis un poste de travail. Il faut qu'il y ait des garde-fous à l'intérieur de la société. Alors là, c'est notre interface. Donc là, c'est un lab hein, où j'ai mon interface web, j'ai une VM avec des tools d'attaque, que ce soit des petits scripts qu'on trouve sur Internet ou des Mimikatz. J'ai un contrôleur de domaine. Fort mal configuré d'ailleurs, le contrôleur de domaine, on y viendra. Exactement, oui. Je me suis permis d'enlever l'antivirus, des choses comme ça, pour vous montrer justement comment on peut faire des attaques Mimikatz pour que ça soit plus simple. Alors, je vais remontrer un petit peu le produit. Donc là, j'ai laissé en version en anglais. On peut le passer en français également. Hein. L'ensemble des indicateurs sont traduits. Alors, les indicateurs, c'est ces widgets hein, finalement qu'on voit ici. Donc, on voit les indicateurs critiques. C'est notre travail de faire ces indicateurs, de vous montrer s'il y en a d'actifs sur les domaines qu'on monitore. Donc, avec le petit filtre là-haut, on voit uniquement ceux qui sont détectés sur les domaines qu'on monitore. Et là, je vais vous afficher l'ensemble des indicateurs qu'on propose. Toujours pour rester en haut à droite, en fait, vous allez voir le nom de votre forêt puis l'ensemble des domaines qu'on monitore. Si vous avez plusieurs forêts, ça sera de montrer ici de façon horizontale. Vous aurez le nom des forêts avec les différents domaines. Quand j'ai un indicateur qui concerne un de vos domaines, on va le voir affiché là. S'il y a plusieurs domaines, on aura le nombre de domaines impactés. Le principe, c'est de rester assez high level techniquement, pas tout de suite rentrer dans les détails sur cette vue-là. Par exemple, ici, j'appelle ça Rogue Domain Controller. On ne va pas appeler ça directement DC Shadow. Ça parle pas forcément à tout le monde. Donc, on reste sur du high level à ce niveau-là. On vous explique pourquoi c'est dangereux ce genre d'attaque. Ici, on met des liens hein, qui pointent vers justement un article. Documentation Microsoft, souvent. Voilà, exactement. Ici, c'est un article de Vincent Letout et Benjamin Delpy, hein, ceux qui ont découvert cette attaque l'année dernière, en début d'année dernière.
l'intérêt de cette attaque, c'est finalement de pouvoir mettre des backdoors dans votre Active Directory sans faire aucun bruit. Donc, c'est une attaque assez puissante. On va avoir le détail ici des attaques. Je vais y revenir tout à l'heure parce que je vais faire une simulation justement d'injection de Primary Group ID derrière une attaque DC Shadow. Donc, pour les curieux ici, on voit les détails de cette vulnérabilité. Maintenant, elle est très documentée sur Internet si vous voulez avoir des explications. Élément déviant, là, c'est si, donc là j'en ai un parce que j'ai fait un test tout à l'heure, c'est si j'ai un faux contrôleur de domaine sur votre réseau, on va le détailler et forcément on va vous afficher le nom de cette machine. Et les recommandations, donc là c'est assez simple, hein, on vous suggère quand même de supprimer ce faux contrôleur de domaine, donc on vous met directement les lignes de commande. Pour la petite histoire, c'est vraiment cet onglet qui intéresse le plus nos clients, c'est les recommandations. OK, c'est bien beau, j'ai une alerte, ça clignote rouge, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, le côté recommandation est très demandé. Voilà, un premier usage typiquement du produit Alcide, ça va être ça, vous le branchez, vous avez tous les indicateurs of exposure qui sont mis à jour, et puis vous l'utilisez un petit peu comme un plan de remédiation, un peu sous le modèle de la pyramide de sécurité. Il y a des briques rouges, c'est des briques prioritaires, il y a des briques oranges, c'est à faire, et il y a d'autres choses qui seront juste loguées, mais qui ne seront pas remontées sous forme d'un indicateur of exposure, et qui seront présentées dans le trail flow justement qu'on va vous présenter juste après. C'est exactement ça. Donc le trail flow, bon, on va switcher tout de suite dessus. Alors là, comme on est en lab, ça bouge pas. Dans la vraie vie, forcément, ça bouge, hein, comme un petit peu un Wireshark. En fait, dès qu'il y a la moindre modification dans l'AD, ça bouge. Mais aussi, vous allez voir toutes les tentatives d'authentification qui sont ratées, des choses comme ça. Donc ça bouge très 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 vite. Donc, je vais tout de suite générer un événement. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Bon, on se met un petit compte utilisateur avec Password Never Expire, c'est pas mal hein, pour démarrer. Ah bah, très très bonne idée. On va l'appeler test. Hein. Donc, je crée mon utilisateur. Hop, je me mets bien ici, comme ça vous allez voir derrière, ça va bouger. Hop. Et là, je dis que ça n'expire jamais. J'ai créé mon utilisateur. Et là, on a l'ensemble des modifications qui sont apparues. C'est grâce à notre connexion vers ce flux de réplication. C'est vraiment du temps réel. Voilà, le fameux MS, DRSR. Alors, un point important à noter, vous voyez, vous avez différents types de possibilités en termes de log. Il y a certains changements qui ne vont même pas remonter au niveau du trail flow parce qu'en termes de sécurité, il n'y a pas de valeur à ajouter. D'autres changements vont être remontés potentiellement, mais ne vont pas générer ce qu'on appelle de déviation et donc ne vont pas remonter dans les indicateurs of exposure. Les événements dans le trail flow qui génèrent une déviation vont apparaître sous forme d'un losange, vous voyez, et les déviations corrigées vont apparaître sous forme d'un losange barré. Et donc, depuis la vue trail flow, on peut retomber sur une sorte de vue indicateur of exposure où là, par exemple, il a cliqué et on vient de voir account with password never expire. Et si je reclique dedans, on retourne effectivement dans la vue où on avait toutes les recommandations à appliquer, etc. etc. Exactement. Là, je vais retrouver mon utilisateur de test ici. Voilà, c'est exactement ça. Alors, cette vue-là, on va pouvoir faire un petit paramétrage hein, quand même. C'est peut-être normal que ce compte test ait un mot de passe qui expire jamais. Donc ici, on va pouvoir l'ignorer. Exactement. Hop. Je vous montre. Voilà, on l'ignore jusqu'en 2020. OK. Il disparaît de cette vue-là. Je peux forcément afficher ceux qui sont ignorés. C'est impossible de résoudre un problème depuis notre outil. On ne veut pas faire ça. De toute façon, on ne peut pas, parce qu'on n'a aucun droit. Le seul moyen de résoudre ce souci, c'est de le faire directement dans l'Active Directory. Alors, on est en train de travailler sur des remédiations automatiques, mais pas au travers directement de l'outil d'Alcide. On va plus passer par des orchestrateurs, hein, des fantômes, des mistos, des choses comme ça. Donc, notre travail et celui de nos partenaires, ça va être de créer ce qu'on appelle des playbooks. Lorsque Alcide détecte tel ou tel événement, le playbook et du coup, l'orchestrateur qui a les bons droits, lui, pourra faire le côté remédiation. Je te propose qu'on corrige cette vilaine faille. C'est assez facile, puisque c'est un compte test. Alors d'ailleurs, on pourrait le renommer, parce que ce n'est pas terrible, test. Mais surtout, on va pouvoir lui remettre un mot de passe qui expire, parce que c'est un compte standard, c'est absolument pas un compte de service. Donc, il n'a aucune légitimité à être en password never expire. Exactement ça. Et là, regardez, on voit bien maintenant dans le trail flow
la remédiation est corrigée. Enfin, la, la défaillance, on va dire, elle est maintenant barrée, justement, parce qu'on a corrigé l'action. Exactement. Donc, Alors, je te laisse expliquer, voilà. ouais, si je retourne dessus, voilà, on voit que ça a été fixé. Même si je retourne sur l'ancienne déviance, on a rajouté en fait que ça a été fixé. Donc forcément, on supprime pas la ligne, on veut garder tout le côté forensique. Il faut savoir que toutes ces lignes, finalement, c'est des logs qui vont être enregistrés sur la base de données SQL. Hein. Que ce soit du SaaS ou du on-premise, c'est une base de données SQL. Nous, on conseille de garder au moins 1 an de log, mais après, ça dépend tout simplement de la volumétrie que vous voulez allouer à cette base. Derrière, vous allez pouvoir faire des recherches ici pour retrouver des événements particuliers. Donc aujourd'hui, c'est assez simple. Dans les futures versions, on va pouvoir enregistrer des requêtes, pouvoir rejouer des requêtes par défaut que Alcide va vous proposer. Si là, j'ai tapé, je vais avoir l'ensemble des événements qui ont concerné les comptes où j'ai le mot admin à l'intérieur. Donc, que ce soit DC admin, domaine admin, ici, j'ai le mot admin, DNS admin. Et là, on a l'ensemble de ces logs qui apparaissent. Hop, je reviens dessus. Je vais revenir ici, là, parce que ça, c'est très important sur ces colonnes. Value at event, c'est évidemment les valeurs des attributs qu'on voit ici au moment où l'événement a été généré. Current value, c'est au moment où j'ai cliqué sur la ligne. Donc ça va être extrêmement pratique si vous faites du forensic. Vous repartez sur un événement qui a 6 mois, vous aurez la valeur il y a 6 mois, la valeur au moment où vous avez cliqué sur la ligne. Et la troisième valeur intéressante, c'est avec ce petit point bleu, en fait, c'est qu'est-ce qui a généré cet événement. Donc là, quand on crée en fait un utilisateur, l'Active Directory par défaut le crée désactivé et juste après, en une demi-seconde, il l'active. Donc c'est pour ça qu'on voit que l'utilisateur, alors là c'est sur notre expire, là on voit que l'utilisateur avant avait un mot de passe qui expirait et là maintenant il n'expire plus. Hop, quand je crée un utilisateur. En fait, c'est l'inverse. Il expirait jamais, voilà. Maintenant il expire. Oui, voilà, exactement. C'est ça. Donc voilà, très pratique cette analyse. Voilà. Et comment l'objet était configuré au moment de l'événement, de la détection de la déviance et comment il est configuré maintenant. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Exactement. Après, il y a quelques petites options. Dans la vraie vie, mes clients cochent ici cette vue-là pour voir uniquement les éléments déviants. J'ai beaucoup de clients qui finalement n'utilisent pratiquement pas l'interface d'Alcide et tous ces événements, ils les forwardent à des SIEM. Donc, dès que j'ai un événement qui génère un indicateur d'exposition, nous, on a une API et ça renvoie ça vers un Splunk, vers un QRadar et ils regardent tout depuis leur SIEM. Si on veut faire du forensic, comme ça bouge très vite, bah, je peux faire une pause. Même quand je vais bouger en fait avec la molette de ma souris, ça va poser automatiquement. Là, je peux très facilement filtrer pour voir uniquement les événements d'un domaine particulier. Eh bien, je pense qu'on passe à la démo suivante. Alors, on va commencer. Là, c'était vraiment une attaque très basique, enfin un risque très basique. On va faire des choses un peu plus sophistiquées. Peut-être positionner des ACL au niveau de la racine de domaine. Ça peut être intéressant. Exactement. Alors ça, c'est vraiment pas anodin, ça. Je le vois sans arrêt. Des comptes de service, en fait, qui sont mis à la racine. Hop, donc, bête, hein, je rajoute mon utilisateur ici, test, hop, à la racine, et je le mets en full control. Voilà, donc ça, c'est des applications soit qui sont mal configurées ou qui demandent des droits beaucoup trop élevés. Ça m'étonnerait qu'il y ait une application qui ait vraiment besoin d'avoir tous les droits comme ça sur toutes les OU. On peut très bien faire de la délégation sur OU. Mais donc, voilà, si nous on le voit, un pirate le voit. Nous, ça nous génère cet événement. Merci de vérifier vos droits à la racine du domaine. Donc, on va retrouver après notre utilisateur particulier qui a été mal positionné. Ici, on réexplique pourquoi c'est dangereux. Avec nos Alors justement, oui. Si tu peux y venir, retournons un peu plus en détail. Alors là, heureusement, le droit, il n'y a pas l'héritage quand c'est fait comme ça. Mais par contre, si on regarde bien, qu'est-ce qu'il y a comme type de droit au niveau de la racine domaine, j'aimerais attirer votre attention sur des points particuliers. Donc, si on descend un tout petit peu au niveau des droits, on a par exemple un migrate SID history. Donc, c'est assez sympa. C'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer à migrer des SID dans d'autres forêts avec du SID, en les mettant en forme de SID history. Mais il y a surtout les droits qui nous autorisent à répliquer tout le contenu du domaine ou de la forêt indirectement avec tous les domaines. Et donc,
ce sont des droits extrêmement critiques. C'est vrai que si c'est juste donner les droits à du helpdesk de créer des ordinateurs et de créer des utilisateurs, c'est pas le bon endroit en termes de délégation admin de la racine domaine, quoi. Et surtout pas avec un full contrôle. Voilà. C'est ça, exactement. Après, on peut faire des changements ici qui sont un peu moins visibles, mais qui sont extrêmement pratiques pour un pirate, pour revenir un peu plus tard. Par exemple, sur utilisateur authentifié, si j'alloue ces deux droits, ça pourrait me permettre de faire des attaques de type DC-Sync, mais depuis n'importe quel utilisateur du domaine. Donc, si je perds un jour mon droit domaine admin, je peux revenir comme ça et récupérer à nouveau des droits. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on audite tous les 4 matins. C'est juste ces deux droits. Exactement. Alors là encore, il faut savoir que sous Windows avec Active Directory, les comptes à fort privilège sont vraiment protégés. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a mis des droits au niveau de la racine domaine que on va pouvoir maintenant manipuler les comptes à fort privilège. Pourquoi? Parce qu'il y a une tâche planifiée qui s'appelle SDProp qui va justement appliquer les droits d'un objet qui s'appelle admin_sdholder qui se trouve à la racine du conteneur système. Donc, si tu peux aller, Mathieu, s'il te plaît, au niveau du conteneur système, ça nous permet de switcher à la démo suivante. Là, on voit qu'on a un objet qui s'appelle admin_sdholder. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une tâche planifiée qui va recopier les droits. C'est juste un template de droits, en fait, cet objet. Et il va recopier tous ces droits-là au niveau de tous les comptes à fort privilège. Donc, qu'est-ce qu'un compte à fort privilège? Opérateur de compte, enfin le groupe. Dès que vous êtes membre de ce groupe-là, on considère comme étant un compte à fort privilège. Votre compte va être tagué avec un attribut qui s'appelle admin compte. Il va être mis à 1 de mémoire. Et à ce moment-là, la tâche planifiée SDProp va vous retirer votre héritage. Donc, vous n'allez plus hériter justement des permissions du domaine racine, enfin de l'objet domaine à la racine, donc par exemple EMEA Corp ici, et va recopier donc les droits. Alors, si on veut élever de manière très sympathique nos droits, il suffirait effectivement d'aller changer les permissions sur le conteneur admin SDholder. Voilà, alors c'est très bien justement qu'on aille voir ça. Si tu peux aller en vue avancée, s'il te plaît, Mathieu. Juste un instant, excuse-moi, je me suis mal exprimé. C'était bon, juste cliquer sur le bouton avancé, je voulais dire. Donc, dans les propriétés, c'est parfait. Voilà. Et juste cliquer dans sécurité sur le bouton avancé. Voilà. Et en fait, on voit bien ici qu'il y aura marqué Enable Inheritance, ce qui veut dire que l'héritage est désactivé. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer et que Mathieu voulait aussi montrer. Okay. Donc voilà, ça c'est extrêmement important parce que finalement, ça c'est une backdoor pour revenir toujours derrière. En fait, le pirate va modifier le admin SDholder et automatiquement, toutes les heures, ça va remettre le compte qu'il a ajouté sur le admin SDholder sur le groupe domaine admin. Et un utilisateur qui est simple domaine user aura les droits de se rajouter sur cet objet et de faire tout et n'importe quoi sur le groupe domaine admin. Même enlever les domaines admin existants, se rajouter lui-même, voilà. Donc, une belle backdoor à monitorer en temps réel. Je pense que tu l'as fait, donc on a dû la voir dans les indicateurs of exposure normalement. C'est ça, oui. Donc, c'est ici. Voilà, flow. Voilà, on le voit. Exactement. Et là, pour le coup, j'ai jamais vu une application se mettre là-dessus. Donc, si un jour ça pop, c'est que clairement, il y a quelqu'un de très malveillant qui est sur votre Active Directory. Nouvelle attaque? Eh bien oui, les mots de passe, probablement. On essaye de faire un peu de brute force pour voir comment l'outil le log. Ouais, alors je vais juste montrer que parfois on peut aussi juste monitorer certains attributs sans forcément générer une attaque. Par exemple, là je vais modifier le numéro de téléphone. Ça sent le NFA, ça. Voilà, c'est exactement ça. Il y a un groupe d'attaquants APT qui s'amuse à modifier les numéros de téléphone sur les comptes admin. Comme ça, en fait, la double authentique, le SMS qui est envoyé à l'admin pour se double authentifier, finalement atterrit sur le téléphone du pirate. Du coup, on enregistre forcément, nous, dès qu'il y a la moindre modification sur un numéro de téléphone d'un compte. On ne va pas créer une alerte en temps réel là-dessus, sinon on aurait sans arrêt des alertes. Par contre, ça va permettre de faire du forensic, ici, d'avoir cet événement derrière pour voir ce qui s'est passé. Et donc, ça me permet de revenir sur ce point-là qui est très important. Dans le tray flow, vous avez vraiment différents types d'événements. Il y a des événements donc, qui ne sont pas du tout enregistrés. Il y a des événements qui semblent anodins comme le numéro de téléphone, on va voir qui peut être utilisé dans une attaque qui est enregistré mais qui ne génère pas une déviance. Et il y a des événements
qui génère une déviance, comme on le disait, modifier les permissions d'admin SD holder, par exemple. C'est ça. Alors, je vais vous montrer, hop, je vais essayer d'avancer un peu assez vite, parce qu'il est déjà 13 heures. Il y en a pour encore 10-15 minutes. Hop. Je vais montrer l'attaque Password Spray. Alors, c'est une attaque qui existe depuis la nuit des temps, hein, je pense. C'est j'essaye un mot de passe et sur l'ensemble des comptes de la société, et je le fais qu'une fois toutes les demi-heures, parce qu'on ne veut pas que ça soit un bruit de force. Hein. Un bruit de force, c'est extrêmement visible. Un password, ça l'est un peu moins. Mais c'est très utilisé, ce genre d'attaque. Citrix, en mars 2019, s'est fait avoir comme ça. Le pirate était là depuis 6 mois et il faisait des password spray et au bout d'un moment, ça a payé. Ils ont réussi à voler 6 terras de données, regardez sur Internet, même dont des données appartenant au FBI. Et encore une fois, avec pratique, un mot de passe trop fort. C'est exactement ça. Puis... Alors, hop. Donc ça, je suis sur ma VM d'attaque, je me dépêche. Donc ça, c'est en plus ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un script PowerShell que j'ai trouvé sur GitHub. Voilà, c'est pas un point .exe qui peut être détecté par un antivirus. C'est vraiment tout bête. Je peux le lancer depuis n'importe quel poste de travail. Donc là, je vais taper une commande. Hop, je vais regarder quand même que j'en ai pas déjà ici. Ouais. Tac. Tac. Je supprime ça. Alors, je vais juste taper une commande pour récupérer l'ensemble des utilisateurs de mon domaine. Voilà. Et je vais essayer de deviner un mot de passe. Et je vais essayer de deviner le mot de passe password 1, 2, 3. Et avant de faire ça, pour vous prouver que ça fonctionne, je vais reset le mot de passe d'un utilisateur au hasard. Tac, Forest. Et je vais mettre ce mot de passe. Hop. Là, j'ai mis mon password 1, 2, 3 sur Forest Gump. OK. Voilà. Et là, je vais lancer mon attaque. Je me permets juste de rafraîchir derrière pour être sûr qu'on le voit. Tac, voilà. Je fais une copier-coller. Il n'est pas passé. Il ne veut pas passer. Je vais réussir. Non, t'as pas de copier-coller. Ouais. Ça arrive. Hop. Ouais. Voilà. Donc, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Donc, je vais essayer le mot de passe qu'on voit ici. Hein. Donc, c'est tout bête. Ça prend le fichier userlist que je viens de créer juste avant, qui est ici. J'ai l'ensemble de mes utilisateurs du domaine. Et en fait, le script va tester sur le domaine IMEA le mot de passe password. Et s'il le trouve, il va l'écrire dans ce fichier texte. Et donc, bien rester en dessous du seuil de verrouillage de compte hein, pour ce type d'attaque. C'est exactement ça. Et voyez, regardez, le trail flow, il est en train de s'alimenter avec plein de failed authentication. Et on n'a pas remonté, on ne remontera pas systématiquement, comme quoi c'est une déviance. On le remontera seulement si on a un seuil qui semble indiquer que là, c'est une attaque. Exactement. Si je l'avais fait juste sur 2 ou 3 comptes, nous, on n'aura pas généré une attaque de type password spray. On peut imaginer que c'est une coïncidence qu'il y ait 3 utilisateurs qui se sont trompés en même temps. Là, par contre, sur 100 comptes d'un coup, c'est vraiment très bizarre. Et là, vous voyez, en quelques secondes, avec ce script, j'ai pu deviner ce mot de passe. Toc, ça... Mathieu? Alors, est-ce que tu m'entends toujours? Oui, c'est bon, c'est revenu. Ok, parfait. Donc voilà. Évidemment, là, c'est tout simple. Je suis obligé de taper le mot de passe ici. On peut aller définir ici un dictionnaire et ces dictionnaires, on peut les trouver sur Internet avec les 1000 mots de passe les plus utilisés par les utilisateurs. Et puis, on laisse tourner ça tout seul, c'est automatique. Le principe, c'est de le lancer que toutes les 30 minutes. Et ce script, en plus, peut vérifier que le compte n'est pas locké ou qu'il n'y ait pas eu déjà 5 tentatives sur ce compte avant de lancer le script. Il est vraiment très bien fait. Vous pouvez taper sur Google invoke domaine password spray et il est disponible sur GitHub. Donc voici, donc ça, très intéressant pour faire
de la reconnaissance, du mouvement latéral, de l'élévation de privilèges. Ça m'étonnerait quand même qu'on trouve un mot de passe d'un domaine admin comme ça, où ça serait vraiment problématique. Mais au moins, trouver le mot de passe d'un compte du top management, hein, par exemple, qui a accès à des données un peu sensibles, ça, par contre, c'est tout à fait possible. Hein. Pas forcément le top management qui utilise des mots de passe de 16 caractères. Voilà. Alors, je vais vous montrer une autre attaque, si vous voulez bien. Il nous reste une dizaine de minutes. C'est justement l'attaque DC Shadow. Donc là, j'ai besoin d'un Mimikatz. Je vais vous la lancer. Hop. Alors, pendant que tu prépares la démo, quelques explications sur cette attaque-là. En fait, il y a deux grandes attaques qui se basent sur le protocole MS-DRSR. Donc, c'est le fameux protocole de réplication. L'idée, c'est qu'on se fait passer pour un contrôleur de domaine. Dans le cadre de l'attaque DC Sync, le but, ça va être de répliquer des attributs, d'arriver à obtenir le contenu d'attributs protégés. Donc, par exemple, Unicode PWD est un attribut protégé. C'est celui qui stocke le NTH, donc c'est-à-dire le hash de mon mot de passe. Un admin, quand il va sur dsa.msc, donc utilisateur ordinateur Active Directory, il ne peut pas voir la valeur d'Unicode PWD. S'il veut obtenir cette valeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un DC Sync. Pour cela, il va se faire passer pour un contrôleur de domaine et il va demander au contrôleur de domaine à côté, coucou, envoie-moi les dernières informations que tu as sur le compte utilisateur XXX parce que je n'ai pas la bonne version du compte utilisateur. Là, on joue sur le numéro de séquence. Et donc, dans le cadre du flux de réplication, il n'y a pas de filtre en disant ah ben non, le DC n'a pas le droit d'avoir accès à Unicode PWD. Si, il en a besoin. L'admin, lui, ne doit pas le voir, mais le DC doit le voir. Donc ça, c'est l'attaque DC Sync. Et DC Shadow, c'est le pendant inversé. DC Shadow, c'est au lieu de moi obtenir en passif un compte en disant j'ai une vieille version du compte, renvoie-moi la mise à jour, je vais dire à tous les autres contrôleurs de domaine c'est moi qui ai la bonne version. Donc je crée un objet avec un numéro de séquence très élevé où j'en modifie en incrémentant très très fortement le numéro de séquence. Et donc là, les autres DC, ils vont répliquer le changement. Est-ce que c'est comme ça que c'est codé et c'est le fonctionnement naturel d'Active Directory. Il n'y a aucune faille, c'est le fonctionnement naturel. C'est juste que là, on détourne le protocole d'usage. Alors, il faut quand même des droits très avancés. Il faut pouvoir se faire passer pour un DC. Donc, ça veut dire qu'on est déjà Enterprise Admin, Domain Admin. Donc là, c'est des attaques pour se planquer, entre guillemets. Et l'avantage de cette attaque-là, c'est que comme on est directement au niveau du flux de réplication, eh bien, tout ce qui est log, on va pouvoir les bypasser. Puisque justement, on va simuler une réplication et on ne va pas jouer tout le protocole standard complet Microsoft. Voilà, c'est ça l'idée de l'attaque DC Shadow. Et donc, rappelez-vous, ce protocole MSDRSR, très important, c'est son détournement qui permet effectivement les attaques DC Sync, DC Shadow. Exactement, c'est ça. Le but, c'est une fois, c'est de la persistance. Hein. C'est de corrompre vraiment en profondeur l'Active Directory et de rendre fou les équipes de forensic. Puisque ça génère absolument aucun log. Pour savoir ce qui a été modifié derrière une attaque DC Shadow, c'est, à part faire un audit, ça va être très compliqué. Donc là, j'ai préparé mes deux lignes de commande. Alors, hop, la première est ici. Donc, je ne l'ai pas encore lancé. Donc là, le principe, c'est je vais, sur mon utilisateur JSON Bourne, modifier le primary group ID et le mettre à 512. Ça va me permettre d'être comme un domaine admin sans être réellement dans le groupe domaine admin. Mais par contre, ça, je veux surtout pas le faire en live depuis un contrôleur de domaine parce que peut-être que j'ai un Splunk, peut-être que j'ai un autre outil qui monitore les logs et je veux surtout pas que voilà, l'équipe forensique puisse voir et comprendre ce que j'ai compromis. Je veux qu'ils mettent des semaines à le comprendre. Du coup, c'est pour ça que je vais le faire derrière un DC Shadow. Alors, hop, donc d'abord, j'enregistre ce que je veux faire. Voilà, c'est une première console, effectivement, Mimikatz, qui est l'action qu'on fait. Et après, la DC Shadow /poche, c'est vraiment à ce moment-là que je vais me faire passer pour un contrôleur de domaine. C'est donc un DC promo d'un temporaire. En fait, on simule un DC promo, on ajoute l'objet correspondant à un contrôleur de domaine dans la l'AD, et dès qu'on a terminé le poche, enfin le fait de pousser le changement, on le supprime. C'est ça. Et toute l'astuce, c'est de le faire vraiment en quelques secondes, quoi. Vincent Letout a réussi à trouver le moyen de créer, d'envoyer la modification, de supprimer après son contrôleur de domaine en quelques secondes. Donc, je fais mon push. Alors, je reviens juste sur le trail flow pour vous montrer ce que ça détecte. Ah bah justement, un NT, DS, DSA. Ah, ça sent pas mal. Exactement.
Donc, on a détecté le faux contrôleur de domaine. Bon, là, je repars après sur mon indicateur d'exposition et dans éléments déviants, donc là, j'ai 3 lignes, mais c'est parce que j'ai fait 3 tests. Hein. Il y en a qu'un là, hop, 13h10, voilà. Et ici, je vois forcément le nom de ma machine, hein, L2VM. Vous verrez peut-être un jour, si vous faites pirater comme ça, le nom d'un poste de travail. Il y a même eu des vidéos qui montrent que ça marche depuis un Windows XP sans aucun problème. Là, je l'ai lancé depuis un Windows Server 2016 avec les toutes dernières mises à jour. Hein. J'ai juste désactivé Windows Defender parce que voilà, ça marche très bien, ça détecte tout de suite Mimikatz. Donc c'est pour ça qu'un pirate, la première chose qu'il fait, c'est qu'il désactive toute la sécurité du poste Windows. Et ensuite, bah voilà, j'ai lancé mon attaque. Donc ça, c'est très bien hein, de voir déjà le DC Shadow, mais ce qui est encore mieux, c'est cette ligne-là, c'est qu'on voit ce qu'on a fait sur mon compte Jason Bourne. Et on voit que j'ai modifié mon primary group ID. Je l'ai mis à 512. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'il existe de nombreux scripts PowerShell qui permettent de détecter le DC Shadow. Alors, comment ils font? Bah, tout simplement, ils vont monitorer la création et la suppression d'un contrôle de domaine qui est fait en très peu de temps. C'est une petite technique. Il faut savoir aussi que le contrôle de domaine généré dans le cadre du DC Shadow, il n'est pas parfait. Donc, il y a des choses, ça aurait pu être détecté aussi comme ça. Mais l'idée, elle est là, c'est qu'un contrôle de domaine qui apparaît et 5 minutes après, il disparaît, c'est très suspect. Quoi. Exactement. Puis même avec des outils au niveau réseau, hein, on fait de l'analyse réseau, voire il y a des, il y a des pushes de contrôleurs de domaine qui sont faits depuis une machine lambda, c'est vraiment très louche. Mais vraiment, par contre, ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est la modification qui a été faite derrière ça. Donc, si j'avais pas cette ligne-là, que cette modification concerne le primary group ID de Jason Bourne, j'aurais dû faire un audit complet de tout mon Active Directory pour voir, puis analyser après de cet audit pour voir quelle est la backdoor qui a été mise. Et très concrètement, je vous montre ce que c'est en fait le primary group ID. Donc, c'est dans User Computer. Donc, maintenant, hop, si je vais dans mon groupe domaine admin, hop, ok, je vois mon Jason Bourne, mais finalement, il n'est pas vraiment dans ce groupe-là. Si j'essaye de le supprimer, off, et non, vous ne pouvez pas le supprimer parce que finalement, il est membre de primary group. Là, c'est un utilisateur qui est là-dedans, mais je ne peux pas le supprimer. Ben justement, en fait, dessus, c'est assez intéressant parce que si tu double-cliques là-dessus, va maintenant dans l'onglet Member of voilà. et on ne le voit pas. Parce que comme c'est son groupe primaire, c'est juste en dessous. Et en fait, normalement, Primary Group, c'est Domain User. Et là, c'est Domain Admin. Donc là, clairement, les gens, ils se focalisent sur la première partie de la fenêtre et ils vont même pas voir l'astuce. Voilà. Donc là, maintenant, c'est une vraie appartenance classique via l'attribut Members d'un groupe. Alors que là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment un groupe primaire, c'est un attribut d'un objet utilisateur. Alors que Member, c'est un attribut du groupe et Member of, c'est une vue construite par l'Active Directory. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'attribut Member of sur un utilisateur Active Directory. C'est construit, c'est un attribut construit. Voilà. Et maintenant que j'ai remis mon domaine user en primary group ID, je peux supprimer domaine admin si je le souhaite. Ok, apply, ok. Encore une fois, on essaie de se planquer au maximum dans le cadre d'une attaque autour d'Active Directory. C'est ça, c'est ça. Mais la finalité, c'est quoi? Bah, c'est d'embêter le monde. Hein. Donc, une fois qu'on est domaine admin, on le voit avec LockerGuga, avec Robinhood, c'est de lancer des ransomware, hein, tout simplement. Alors là, il y a plusieurs techniques. Hein. On peut utiliser des outils pour déployer le ransomware en question, ou on peut créer des GPO. Voilà. Il y a une petite GPO très sympa qui permet de déployer des fichiers et une autre GPO qui permet de lancer des tâches planifiées. Donc, en cumulant les deux, on peut arriver à exécuter notre ransomware assez facilement. Donc voilà, la problématique, ce n'est pas d'empêcher le déploiement des ransomware par GPO, ce n'est pas la bonne approche. Encore une fois, la bonne approche, c'est effectivement de disposer d'un outil comme Alcid4AD qui va nous permettre de détecter la démarche entreprise par un attaquant, mais c'est surtout d'appliquer toutes les bonnes pratiques pour que vous n'ayez pas un attaquant qui obtienne les accès domaine admin. C'est ça vraiment qui est central à comprendre, quoi. Et pour cela, on le répétera jamais assez, il faut appliquer l'ensemble des bonnes pratiques qui ont été édictées par Microsoft. On a le Microsoft Security Toolkit avec des exemples de GPO. Il y a juste à télécharger ce kit-là et vous pouvez implémenter tout ce qu'il faut en termes de GPO pour durcir la configuration des ordinateurs. Il y a un script PowerShell pour paramétrer les permissions, créer des groupes pour le modèle de délégation d'administration. Il faut arrêter de créer des domaines dans tous les sens et de vouloir toujours fusionner plein de domaines. Ça n'a
peu de valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, souvent, l'annuaire d'entreprise, c'est l'annuaire Azure AD au travers d'Office 365, et les annuaires AD servent pour les accès, pour les applications on-premises. Par contre, il est mandatory de se focaliser en urgence sur le niveau de sécurité de l'annuaire Active Directory. Exactement. Protégez vos comptes à privilèges. C'est la première des choses à faire. Je veux dire, si un compte à privilèges se fait pirater, se fait compromettre, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Est-ce qu'on est vraiment maître total de la société, ou même si depuis ce compte à privilèges, je peux prendre le contrôle que de certains serveurs? Extrêmement important. Voilà, ça se résume sous une phrase, laisse pas traîner ton H. Voilà, exactement. Je finis là-dessus sur notre business model. Donc, on fait que de la souscription. Oh non, je vais me remettre en plein écran. C'est que de la souscription. Donc, c'est une licence annuelle ou pluriannuelle. Forcément, si vous en prenez pour 3 ans, c'est moins cher que pour 1 an. Il n'y a pas d'option dans l'outil. Hein. C'est tout ce qu'on vous a montré, c'est tout l'outil. On compte au nombre d'utilisateurs actifs. Vraiment au sens actif AD, hein. Soit on est disable, soit on est actif, mais on prend tous les actifs. Ça inclut forcément toutes les mises à jour. C'est exactement le même prix que ce soit du on-premise ou du SaaS. Si c'est en SaaS, dans la licence, ça comprend aussi l'hébergement de vos VM. Hein, si c'est nous qui les stockons, on ne va pas vous refacturer derrière le coût des VM Azure. Ça comprend aussi les licences. La licence SQL est comprise dans le prix. Voilà. Et forcément, plus il y a d'utilisateurs, plus le prix descend. On travaille que avec des partenaires, hein, on ne vend pas en direct. De toute façon, j'ai jamais vendu un logiciel sans partenaire. Derrière, c'est bien beau d'avoir un logiciel, mais s'il clignote rouge et qu'on ne sait pas quoi faire, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, voilà. Effectivement, alors ça, c'est un point très important à noter. Les bonnes pratiques, donc elles existent, mais elles sont effectivement assez complexes à mettre en place. Pareil, un exemple très parlant, c'est le LMH. Le LMH, c'est juste une clé de registre à mettre pour que quand on réinitialise son mot de passe, il soit plus stocké au format LMH. C'est un LMH, un protocole de stockage de mots de passe au format H qui date de Windows 3.11. Et l'idée, c'est que c'est encore actif dans de nombreuses sociétés parce que quand on désactive la LMH, il y a certains clusters qui ne fonctionnent plus. Alors, il y a aussi des applis tierces, donc Linux, intégrées à des domaines Active Directory qui ne fonctionnent plus. Donc voilà, c'est pour ça que souvent les entreprises, par risque et impact potentiel sur la production, ne mettent pas en place aussi toutes les bonnes pratiques. Et donc, c'est clairement le rôle de Metis de s'appuyer sur un outil comme Alcide, où on va avoir toutes les remontées, une sorte de guide et de plan d'attaque pour justement remettre d'équerre l'annuaire. Et ben c'est le rôle de Metis d'aller implémenter tout ça et de dire aux clients, quand vous allez faire ça, vous allez avoir tel impact, il faut faire donc telle action pour anticiper l'impact et qu'on puisse sécuriser sans compromettre le niveau de disponibilité du système d'information. Exactement. Donc, on sait faire des POC, bien sûr, si vous souhaitez tester le produit. On anime ça sous forme de 2 ateliers. Un atelier qui est plus audit, hein. Forcément, la première fois qu'on va se connecter, on va essayer d'analyser votre Active Directory ou vos différents domaines avec vous. Et on fait un deuxième atelier où c'est à peu près le même principe que ce que je viens de vous montrer, pour que vous puissiez voir le côté réactif d'Alcide, soit directement sur votre domaine, soit sur un domaine de test sur notre lab. Alors, si vous avez des questions, tapez-les dans le chat, s'il vous plaît. Puis on sera un plaisir d'y répondre. Voilà. Ah, ça coûte combien? La question pertinente. Mathieu, je te laisse répondre. Ça va dépendre forcément du nombre d'utilisateurs. Hein. C'est public aujourd'hui, le ticket d'entrée, c'est amené à être évolué, c'est 30 000 €. D'autres questions? Donc, n'hésitez pas à taper dans la partie conversation. Non? Pas d'autres questions? Mathieu? Ah, on nous demande 30 000 utilisateurs pour combien d'utilisateurs? Voilà, 30 000 € pour combien d'utilisateurs? De 0 à 5 000.
pour ça que je vous laisse entendre que c'est amené à évoluer, forcément, si vous arrivez avec 200 utilisateurs. Voilà. Pour information, Alcide est en train de réfléchir à une offre orientée PME, parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que donc effectivement, de très nombreuses entreprises aujourd'hui n'ont pas un niveau de sécurité suffisant sur l'Annuaire Active Directory. Dans les grands groupes, c'est en train de changer, parce qu'il y a des exemples assez frappants, et donc vraiment, il y a une prise en compte. Par contre, les PME ne suivent toujours pas. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, Alcide réfléchit très fortement à une offre orientée PME pour pouvoir permettre justement d'accompagner ces entreprises-là dans le renforcement de la sécurité de leur annuaire d'entreprise. Exactement. On a commencé comme on est une startup avec les grands comptes forcément. Voilà, maintenant qu'on développe énormément le partenariat, on va pouvoir commencer à attaquer ce marché-là qui a besoin forcément de beaucoup d'accompagnement. Pas par manque de compétences, mais par manque de temps en fait, des admins. Une solution client. Et c'est plus des généralistes dans ce type d'entreprise. Ils font tout, de la téléphonie au poste de travail en passant par l'annuaire. C'est ça. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, ça va peut-être le moment de vous remercier et on espère travailler ensemble très prochainement. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.